Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, nous retrouverons Catherine pour 10 minutes chronique, Annie et ses lieux-dits, et Christine pour sa rubrique des spectateurs. La rubrique des spectateurs. On est le 15 décembre. Dernière rubrique avant les vacances, avant les fêtes. On va profiter d'un repos bien mérité après un mois de décembre très chargé et chouette. Alors que Westrack Radio diffusait la rubrique des spectateurs du 1er décembre, s'achevait au Havre le festival Piano is not dead, dont la 6e édition a régalé les amoureux du piano. Et pendant 2 semaines, la musique nous a réunis, nous les spectateurs curieux, aux 4 coins de la ville. Il y en avait pour tous les goûts et beaucoup de spectacles, en plus, étaient en accès libre. Le public a répondu présent, évidemment. Un concert du dimanche à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour offrir une pause aux familles, curieuses de découvrir les planètes d'après Gustav Holst, ou un autre au conservatoire Honegger, dans le cadre des Vendredis d'Arthur, 2 encore sacrément bonnes idées de Patrick Bacot, qui ne cesse d'inventer des rendez-vous originaux pour faire vivre la musique pour tous au Havre. Et au conservatoire, encore une fois, le 22 novembre, c'était pour mettre en avant le nouvel album jazz du trio de Jérémy Brugger. Enfin, toujours grâce au conservatoire, merci Patrick Bacot, les professeurs de piano se sont amusés, pour clore le festival, à rejouer au Tetris les airs de leur enfance, ceux qui les ont mis sur la voie de leur passion. Ajoutez à cela des concerts au MUMA, au Muséum, à l'Hôtel de Ville, on a eu le choix des découvertes. Mais le conservatoire ne s'est pas contenté de participer au festival de piano. Il a accompagné, à sa façon bien sûr, un autre festival avec beaucoup d'esprit. C'était le week-end dernier pour les 5e rencontres nationales du Havre sur les séries, nées de l'intérêt grandissant pour les fictions télé des passions du 7e art. À la tête de ces rencontres, 2 cinéphiles bien connus. On a retrouvé Ginette Dissler, l'ancienne directrice du cinéma Eden au Volcan et actuelle présidente du Havre de cinéma, et Carole Desbarras, l'ancienne directrice des études à la FEMIS, la célèbre école de cinéma à Paris. Et pendant 4 jours, des intervenants brillants ont réfléchi et commenté, analysé des images qui illustraient le thème de l'année, les séries et la police. Réalisateurs, scénaristes, producteurs, enseignants, journalistes et bien sûr un spécialiste du sujet, un commissaire de police. Les séries ont été passées au crible pendant 4 jours. Comment filme-t-on une ville ? Le Havre, évidemment, avec 2 flics sur les docks. Comment filmer la violence ? Du sang, pas de sang, impact de balles, pas d'impact, plaie apparente ou os broyé, torture physique ou psychologique, en direct ou en hors-champ. Oh là là, on n'emmenait pas large. Et le conservatoire, une fois de plus, a illustré brillamment le thème, pas celui de la violence, non, pas de torture avec des cordes de piano ou de fausses notes en cascade, non, le thème du cinéma. Grâce à Ludovic Bacot-Grivel, professeur d'art dramatique et aussi directeur du théâtre des Bains-Douches, avec 2 autres comédiens, ils ont fait revivre des interviews savoureuses de bêtes de cinéma. Ventura, Gabin, Simone Signoret, Duvivier, des dialogues montés avec beaucoup de malice qui nous replongeaient dans des images fameuses en noir et blanc. Et le tout accompagné par un accordéon tellement bienvenu. C'était une fois de plus un beau moment de spectateur et on s'est régalé. Finalement, on est toujours séduit par le mélange des genres.
du piano dans une bibliothèque, du cinéma célébré par des bandes-sons, des musiques de films de plus en plus souvent mises à l'honneur, enfin, ou des comédiens dont les images nous reviennent à travers des interviews ou des journaux. Voilà des spectacles pleins d'imagination qui renouvellent notre plaisir de spectateur et font revivre des histoires anciennes. C'est comme le beau travail réalisé par Yvan Durus et sa troupe autour de la mémoire des vieux plats à Gonneville. Des airs d'autrefois, quelques duos d'opérettes, de vieilles cartes postales, des menus, l'histoire d'une famille et d'un lieu inoubliable. Flashback, tu regardes en arrière, eh ben oui, cette saison. L'année s'achève, on fait le bilan avant de se lancer en 2020. Des regrets, de la nostalgie, c'est souvent le rôle du ciné, mais c'est aussi celui du plaisir. Alors, bonne fin d'année, bonne fête à tous et à l'année prochaine, avec une chanson de cinéma, ou une histoire de cinéma en chanson, ou une histoire tout court. Allez, moteur, on y va jusqu'au clap de fin. C'est Louis Chédid, Louis, le père de Mathieu et le fils d'André. Et on va demander à l'éclairagiste qu'il éteigne. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Dou-dou-dou-dou, si soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qu'il était. Dou-dou-dou-dou, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière, toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Yeah, tel est le nom du film. Travelling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un atelier d'artistes. Je vais demander à l'artiste de se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Cyril Platt, je suis né en 65 et je suis artiste autodidacte. D'accord. Voilà, ça fait à peu près maintenant une vingtaine d'années que je suis devenu artiste. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours ? Alors mon parcours scolaire, pas brillant,
Donc CAP BEP électromécanique. Ensuite, sorti de l'école vers les 18-19 ans, des petits boulots de coursier. J'ai travaillé dans un magasin pendant 2 ans qui vendait de l'accastillage de bateaux pour la plaisance. Et au bout de ces 2 ans, j'ai démissionné. Je suis parti... En fait, l'idée pour moi, c'était de voyager depuis plusieurs années. Donc j'ai démissionné, j'ai commencé à voyager, je suis parti aux États-Unis, à New York, rejoindre ma sœur qui habitait là-bas déjà depuis quelques années. Et donc je suis resté. Au départ, c'était prévu que je reste 1 mois, et je suis resté 1 an, enfin un peu moins d'1 an. Et puis j'ai fait des petits boulots sur place, donc un peu de babysitting, coursier. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé dans une briocherie pendant plusieurs mois. Voilà, donc ça a été pour moi une sorte de renouveau, quoi. Et retour au Havre. Et retour au Havre, ouais. Retour au Havre, donc des petits boulots, enfin un boulot, j'ai travaillé pendant 6 mois dans la pétrochimie. Je faisais de l'inspection pétrolière. Donc ça, j'ai fait ça pendant 6 mois. L'idée, c'était de retravailler un peu en France pour repartir après voyager. Donc au bout de 6 mois, j'ai refait mon sac. Je suis reparti à New York. Non, je suis pas reparti à New York, je sais plus. Aux Antilles. Ah, aux Antilles, oui. Aux Antilles et à Londres, quelques mois. Je suis rentré au Havre et puis là, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Voilà. Donc il était prévu quand même que je reparte à New York parce qu'en fait, je m'étais un peu imaginé d'y vivre, tout simplement. Et donc je dis à mon ami de l'époque, ma petite amie de l'époque, qui est devenue maintenant mon épouse, mais je lui dis écoute, moi je repars habiter à New York, est-ce que tu me suis ? Elle me dit non, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas ? Moi ça m'intéresse pas de partir à New York. Je dis écoute, je pars, et puis j'espère qu'à mon retour on se retrouvera. Et puis je me rendais compte que je faisais une bêtise. Donc au bout de 3 semaines, je suis rentré en France. Et puis voilà, donc et puis 1 an après, on s'est mariés. Voilà. D'accord. Et alors, vous avez commencé par quoi ? Comment c'est venu cette idée de faire des sculptures Alors, au départ, en fait, donc je suis rentré en France, je me suis marié et j'ai travaillé pendant 7 à 8 ans dans la pétrochimie, toujours inspection pétrolière. Et au bout de 8 ans, j'en ai eu marre, quand je supportais plus mon travail. Donc j'ai démissionné. Pour faire quoi ? Je n'en savais rien, j'avais pas d'idée précise, mais d'essayer de me retrouver, et puis voilà, j'ai quand même un tempérament à rebondir assez facilement au niveau professionnel, donc j'étais pas inquiet, mais je voulais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai suivi un stage en création d'entreprise. Je voulais au départ monter une sorte de brocante avec une partie artistique pour exposer des artistes dont j'aimais bien le travail. Et en cours de stage, sur ce stage en création d'entreprise, j'ai rencontré un autre artiste justement, Havrais, qui lui avait un super projet, c'était travailler 6 mois et puis 6 mois être en vacances, donc moi ça m'allait bien. J'aimais bien cette idée d'avoir 6 mois de vacances par an. Et de là, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas artiste ? C'est un joli métier. Donc mon ami artiste, lui, n'avait pas d'atelier, il est venu à la maison. Moi, je travaillais dans une sorte de cave à mon domicile. J'avais eu mon atelier là, et donc il est venu travailler avec moi pendant plusieurs mois. Puis lui, après, il est parti dans le sud. Il a commencé à travailler. Il était sculpteur. Donc voilà. Et lui, malheureusement, il a pas pu percer dans son art, ouais. Et voilà. Donc en fait, ça a été le début de l'histoire.
Et vous avez commencé artistique. par quoi alors? Comme beaucoup de Havrais, j'ai commencé. Je suis allé à la plage, sur la plage du Havre, au bout du monde, et je suis allé ramasser toutes sortes de cochonneries, du bois, du métal, de tout, des pierres de verre, plein de matériaux comme ça qui sont à portée de main. Et puis j'ai commencé au tout départ à fabriquer des luminaires à partir de bois flotté, de papier mâché. Et puis je travaillais aussi les pierres de verre qu'on ramasse sur la plage. Donc j'ai fait toute une série de luminaires. Ça m'a occupé à peu près 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, je commençais à m'ennuyer. Je me suis dit, il va peut-être falloir que je fasse autre chose. Donc j'ai commencé à faire un peu de sculpture à partir d'assemblage de bois métal, essentiellement. Là, ça m'a occupé encore 2-3 ans à peu près. Et puis j'avais en tête depuis plusieurs années de fabriquer des robots. Mais vraiment des robots tels que je me les imaginais, étant gamin, le robot... le petit robot coloré mécanique, encore monté avec une clé. L'idée c'était de les construire un peu comme ça. Et donc j'ai eu l'idée d'aller récupérer des fûts métalliques dans les stations-service. Donc parce que le fût, était coloré, je voulais que mes robots soient colorés. Donc c'est parti de là. Et après l'assemblage, ça s'est fait à partir de rivets pop en aluminium. En fait, je voulais que mes robots ressemblent à une sorte de mix un petit peu mécano, Lego, des gros jouets comme ça colorés en fait. Donc voilà, c'est parti comme ça, l'aventure de mes robots. Les premiers ont été faits il y a à peu près 17-18 ans environ. Et les tableaux alors? Alors les tableaux du moment, ça c'est comment l'expliquer? C'est dans la continuité de mon travail d'aluminium, aluminium parce que maintenant mes robots je les fabrique en aluminium rifté, et l'idée donc je découpe des plaques, des morceaux d'aluminium pour fabriquer mes tableaux, mes robots. Et mes tableaux là maintenant motifs que je dessine sont inspirés de mon travail de rivetage d'aluminium. Donc je me suis imaginé de dessiner ces plaques d'aluminium sur des toiles et de créer des motifs pratiquement à l'infini en fait. Donc voilà, c'est parti de là. Donc en fait c'est une continuité de mon travail, le travail de motif actuellement. En 2016, vous exposez à la galerie Corinne Lemonnier. Oui. Avec d'autres artistes. Sur une expo d'été, de groupe, oui. Ça a été ma première exposition dans la galerie Lemonnier, en expo collective. Donc ça, effectivement, oui, c'était en 2016. Et c'était là sur mon travail de robot, uniquement. En janvier 2017, l'assaut AGIES. Ouais, l'assaut AGI à Gonfreville-Lorcher. Donc là, c'était pour les 20 ans de l'assaut. Donc j'ai été sollicité par l'assaut pour réaliser une œuvre collective. Donc c'est fait en 2 temps. Donc c'était de fabriquer une structure en bois avec l'atelier bois de l'association. Et ensuite, l'atelier, en gros, sérigraphie sur la structure bois, en fait. Et votre participation involontaire à Plus belle la vie? Oui, mais j'avais oublié ça, mais c'était pour... c'était pourquoi d'ailleurs? Ah oui, non, voilà. Ma sœur a une boutique à Marseille, elle habite à Marseille. Et elle m'avait proposé de me prendre quelques pièces pour les exposer dans sa boutique. C'était notamment des cosmonautes, des petits cosmonautes en moulage. Et puis il y a une des productrices de Plus belle la vie qui a vu mon travail et qui était intéressée qui m'a acheté deux cosmonautes, voilà, qui ont été placés dans la série en fait. Je les ai jamais vus, mais
normalement, ils doivent passer à l'écran de temps en temps. Et votre expérience en résidence en milieu scolaire? Alors ça, c'était une super expérience. C'était en 2016 peut-être aussi, ouais. 2016, ouais. En fait, c'était un projet, un appel d'offres, une sorte d'appel d'offres, appel à projet plutôt, avec la DRAC. Et donc en fait, c'était pour travailler 1 an dans une école en résidence. C'était à Mannevillette. Et j'ai adoré cette année qui était pour moi quelque chose de totalement nouveau, quoi. J'avais jamais travaillé comme ça. Enfin, dans des écoles, oui, mais pas aussi longtemps. Et là, ça a duré 1 an, donc 1 fois par semaine. Donc de réaliser avec 90 élèves de la maternelle au CM2 des mobiles, une série de mobiles. Donc on a travaillé autour de l'équilibre. Donc on a travaillé différents matériaux, le carton, on a travaillé aussi le métal, voilà, en fonction des âges, hein, j'ai adapté la technique. Et aussi une commande de l'école pour réaliser deux sculptures, donc une qui a été réalisée et installée dans la cour de l'école, et la deuxième a été installée sur le parcours pédestre qui a été dessiné par les enseignantes de l'école, et une deuxième sculpture qui a été installée au milieu d'une mare, en fait, sur le parcours. D'accord. Vos expositions? Donc mon expo du moment sur le Havre, c'est à l'Architecte, qui est de Southampton. Qui s'arrête quand? 2020, début 2020. Début 2020. Ouais. Et puis l'autre exposition, alors j'expose je suis un artiste permanent dans la galerie, dans une galerie à Bruxelles, la Coworking Gallery. Voilà. Et puis là, je travaille sur mon expo perso, justement pour avril 2020 à Bruxelles. Ouais. Toujours à Bruxelles. Ouais. Alors, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de rêve, mais vous avez un souhait. Oui, je me souviens plus du souhait. D'apporter votre savoir en prison. Ah oui, travailler oui, ça, milieu carcéral, oui, c'est quelque chose qui me plairait bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, suite à mes interventions scolaires, que en fait le partage et puis la transmission, c'était quelque chose de magique, quoi, en fait. Et je me suis imaginé de pouvoir aussi de pouvoir travailler en milieu carcéral, parce qu'en fait, et surtout avec des adolescents, parce que de pouvoir apporter quelque chose de nouveau à ces jeunes incarcérés, qui ont peut-être jamais eu l'occasion de leur vie de connaître autre chose que la délinquance ou de vivre dans des milieux où voilà, où la culture n'entre pas. Ouais, où la culture ne rentrait pas du tout. Donc d'essayer de leur ouvrir un petit peu l'esprit au travers de la culture. Ce sera un de mes souhaits, oui, c'est sûr. Ouais. Et en parlant de culture, votre définition de la culture? Le partage, et puis partage, mais partage vraiment plus destiné aux enfants. Parce qu'en fait, ils vivent dans un milieu où il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire que c'est de la franchise, c'est de la sincérité, et d'avoir travaillé en milieu scolaire, je me suis aperçu qu'il y avait un réel échange, et que la culture, c'est ça, c'est l'échange, et le retour aussi. Le retour sincère qu'ils m'ont apporté pendant ces années d'intervention, quoi. Ça, pour moi, c'est primordial. Ouais. Ouais. Pouvez-vous nous donner vos adresses? Facebook et Instagram, Cyril Platt, voilà. D'accord. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Non. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
10 minutes chronique. Lundi 9 décembre, le Courrier international inscrivait sur sa page culture ce titre intrigant. La banane à $150 000 de Maurizio Cattelan est bien une œuvre d'art. Au même moment, Internet oblige, l'hebdomadaire Le Point titrait « La banane flambe, le prix de l'art aussi ». Dès le 8 décembre, le journal Le Monde avait titré « Une banane scotchée à un mur vendue $120 000 à la foire d'art Basel avant d'être mangée ». On en savait déjà un peu plus, même si le mystère de la banane restait obscur. Il fallait alors lire l'édition de l'AFP. Bananagate à la foire Art Basel, Miami. Avec ce sous-titre, Art Basel, Miami, $120 000 pour la banane de Cattelan, mangée par un passant. Ceci immédiatement rectifié dès la ligne suivante. Une banane vendue $120 000 par un artiste italien, dévorée par un autre artiste. C'est le happening qui secoue la foire Art Basel organisée à Miami. Dans la matinée du 11 décembre, France Culture, dans 2 courtes interventions, évoquait, la première à 8h45, la seconde à 10h45, le scandale de la banane, intitulé successivement une de l'urinoir de Duchamp à la banane de Cattelan, le monde de l'art et s'est-il fait bananer, titre prouvant habilement une culture artistique assortie de la touche d'humour indispensable. 2. Pourquoi je suis en paix avec la querelle de l'art contemporain, approche infiniment moins accrocheuse et qui augurait une réflexion plus personnelle, moins racoleuse. Bien en phase avec le sujet du jour, vous nous parlez de banane. Oui, mais pas de n'importe quelle banane. Une banane faite œuvre. Une banane vendue à $120 000, scotchée grossièrement à un mur, puis photographiée, filmée et enfin mangée lors d'une performance inopinée. Cette banane, appelée comédiane, c'est le fait de l'artiste italien Maurizio Cattelan, déjà connu pour ses œuvres comme des toilettes en or massif de 18 carats ou une sculpture du pape Jean-Paul II terrassée par une météorite. Et sa banane, eh bien, elle est désormais une œuvre de plus à ajouter à la liste des affaires de l'art contemporain. Affaire qui ponctue l'actualité des médias à peu près tous les 6 mois environ. Et comme d'habitude, une telle affaire réactive, sans jamais l'apaiser, la fameuse querelle philosophique de l'art contemporain. À Miami ce week-end, la banane à $120 000 a trouvé 3 acheteurs. Et finalement, un amateur. Un artiste américain bien décidé à avoir lui aussi son quart d'heure de célébrité. Il a donc décroché le fruit scotché au mur et l'a mangé en donnant le titre de la performance Hungry Artist, soit artiste ayant faim. Tout portable dehors, les riches collectionneurs qui se pressent tous les ans à la foire Miami Art Basel en Floride n'en ont pas perdu une miette, de quoi enrichir des milliers de comptes Instagram. Ainsi, l'art contemporain est accusé de beaucoup de maux, incompréhensible, stupide, scandaleux, dénué de sens, et il n'en finit pas de nourrir chez certains une sourde hostilité. Et surtout, ces artistes sont régulièrement soupçonnés d'être des imposteurs. Le bruit court depuis déjà pas mal de temps que chacun de nous est un artiste. J'ai même entendu dire que le matin, lorsque je choisis mes vêtements, je fais acte artistique. Nous sommes tous des artistes et l'art est notre terrain à tous. Ainsi, il suffit que je crée un objet, je suis artiste. Donc j'ai produit une œuvre d'art, l'art compte désormais avec moi. Mais plutôt que d'affirmer que chacun d'entre nous est un artiste potentiel, avec la suspicion que cela engendre, il paraît plus logique de penser que c'est l'œuvre elle-même qui désigne l'artiste. Or, comment considérer comme œuvre d'art une banane accrochée à un mur ? Me permettra-t-on de penser que ce n'est pas l'objet devant nous, offert à notre regard, qui définit sa qualité d'œuvre d'art, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a produit, c'est-à-dire d'où il vient. L'origine d'un acte artistique est inatteignable, elle appartient à un seul être. De quelle représentation du monde est-il issu ? De quel imaginaire vient-il à la fois
loin du spectateur et suffisamment extraordinaire pour l'interroger. Une œuvre d'art qui nous touche comprend un mystère, celui qui oblige à s'immobiliser devant elle et à interrompre jusqu'à nos pensées. La fascination, ou l'émotion, comme on voudra, ressentie devant certaines œuvres ne vient-elle pas du trouble que l'on éprouve alors, devant l'évidence qu'il y a là quelque chose d'inaccessible et pourtant humain? Si la contemplation d'une œuvre d'art produit un déchirement et oblige à un retour sur soi et finalement un retour au monde, c'est qu'une œuvre peut nous changer. Ce moment-là nous est précieux. Pourtant, on est toujours en dehors de l'œuvre. L'art est dans l'invérifiable. Comment prouver ce que l'on ressent devant une œuvre et convaincre que l'on y a vu ce que personne ne voit? Là est la force de l'art. Ce que je vois est-il vraiment la réalité de l'artiste? La mienne? Peu importe. Ce flou qui me parle, je peux quand même le partager avec d'autres. Il me permet d'établir une certaine familiarité entre ce que les uns et les autres y voient. Mais la banane. L'art contemporain hermétique, parfois peu aimable, parfois grotesque, parfois grossier, ne dit rien. Il montre quelque chose. Et ce quelque chose est en général incompréhensible, parce qu'il est à la fois sans ambiguïté et opaque à toute interprétation. Ce qui se traduit par « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Mais ça veut rien dire. On se moque de nous. » Toujours menacé par le soupçon de frivolité et d'insignifiance, et surtout de supercherie. À la fois objet réel et leurre. Ceci n'est pas une révélation, l'art contemporain agace, parce qu'il a détourné tout ce que la plupart attendent de l'art. La faute à qui? Aux artistes ou aux galéristes? Aux snobs? Aux collectionneurs? Aux spéculateurs? Peut-être que ce qui indispose le plus le public est qu'il est difficile, sinon impossible, de définir la valeur artistique d'une œuvre d'art contemporain, puisqu'elle est, a priori, hermétique. Fini le coup de foudre, l'impression que l'artiste a pénétré notre être profond. Fini le trouble et l'émoi. Reste l'irritation ou l'indifférence. L'art contemporain a tué l'art? Vraiment? C'est peut-être qu'il faudrait remplacer l'émotion par l'imagination. Maurizio Cattelan a appelé sa banane comédiane. Comédien, tragédien. Cette banane n'aurait-elle pas pour mission de nous jouer la comédie du marché de l'art, la tragédie de l'influence accordée non plus à la valeur artistique, mais à celle des biens matériels? N'est-elle pas là pour nous donner à réfléchir? Ce qui nous amène à poser la question: au XXIe siècle, qu'est-ce qu'un artiste? Su una trave accesa di fuoco vagano in cielo senza riposo. Vagano al grido dell'ultimo fiato uscito dal collo del decollato. Vagano al vento spinte dal santo che perse la testa per quell'incanto. Perse la testa Erode il re, perse la testa per una danza. Perse la testa Erode il re, un'altra testa volle per sé. Ora le ragazze pure di cuore ancora sentono le parole delle ombre nel vacile, dentro l'acqua continuare a dire: mamma, mamma, perché lo chiedesti? E tu, figlia, perché lo facesti? Sur le site de la MCH,
Vous pourrez trouver à la rubrique 10 minutes chroniques la banane de Maurizio et des liens, des illustrations. À bientôt. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.